Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International. Escuchas la radio por la paz internacional. Sie hören Radio für internationalen Frieden. Ascolti la radio per la pace internazionale. Bonjour à tous, merci d'écouter RFPI les 22h à Madrid, la même heure à Paris, bienvenue. You're listening to Radio for Peace International. Nous accueillons aujourd'hui le général Bernard Norlin, vice-président de l'IDN pour Initiative pour le désarmement nucléaire. Il a été conseiller auprès de Michel Rocard et c'est avec Paul Quilles, ancien ministre de la Défense, qu'il fonde l'IDN. Il nous montrera pourquoi la dissuasion nucléaire n'est plus adaptée aux enjeux géostratégiques contemporains et pourquoi fait-elle courir un risque majeur pour l'environnement. Il nous dévoilera également les coûts exorbitants engendrés par la modernisation de l'arsenal mondial et le mythe de toute puissance qui fait perdurer l'idée qu'avec l'arme nucléaire nous sommes en sécurité. On écoute le général Bernard Norlin. Vous écoutez la radio pour la paix internationale. C'est Bernard Norlin qui parle. Comment, ex-pilote de chasse, puis général d'armée aérienne, suis-je devenu partisan du désarmement nucléaire? L'histoire commence en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. J'étais alors chef du cabinet militaire du Premier ministre Michel Rocard, et lors de nos discussions sur l'utilité stratégique des armes nucléaires, j'avais senti chez lui des doutes sur le concept de dissuasion nucléaire. La fin de l'Union soviétique allait changer fondamentalement les doctrines stratégiques, en particulier celle de la dissuasion nucléaire française, dont le concept était baptisé du faible au fort, le fort ayant disparu, que devenait notre dissuasion? Les experts ont alors conceptualisé la dissuasion du fort au fou, impliquant la frappe de centre de décision. J'y reviendrai plus loin parce que ce point est très important. Notre doctrine du non-emploi devenait ainsi une doctrine d'emploi, c'est-à-dire la possibilité acceptée de la guerre nucléaire. C'était pour moi inconcevable, et lorsque Michel Rocard me l'a demandé, je me suis investi avec lui dans le combat pour le désarmement nucléaire. Puis, Michel Rocard ayant été appelé à d'autres responsabilités, c'est avec Paul Quilles, ancien ministre de la Défense, que nous avons créé une organisation, Initiative pour le désarmement nucléaire, IDN, organisation destinée à promouvoir le désarmement nucléaire planétaire. Nous ne prônons pas un désarmement unilatéral de la France, mais un désarmement multilatéral concernant l'ensemble des pays nucléaires, un désarmement progressif et contrôlé par une gouvernance internationale. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par un état des lieux concernant les armes nucléaires. Actuellement, il y a très exactement 13 685 armes nucléaires qui protègent, entre guillemets, l'équilibre du monde. C'est une très forte diminution par rapport aux 70 000 armes nucléaires décomptées à la fin de la guerre froide. Mais c'est encore bien assez pour détruire plusieurs fois la planète. Les États-Unis et la Russie en détiennent près de 99% de ces armes. La France et la Chine, environ 300 chacune, et la Grande-Bretagne, un peu moins de 200. Petit rappel historique, depuis 1945, la quantité totale d'ogives nucléaires produites serait d'environ, tenez-vous bien, 128 000. C'est dire la folie suicidaire qui s'est emparée des dites grandes puissances dès cette époque, et qui, malheureusement, continue de caractériser leur comportement stratégique. La puissance de destruction de ces armes est sans commune mesure avec celle des armes conventionnelles. Les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 avaient une puissance de 15 kilotonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Et elles ont tué chacune, instantanément, à peu près 100 000 êtres humains,
De nos jours, les armes sont d'une puissance moyenne de 150 kilotonnes, 10 fois plus que les premières bombes, et elles sont en général utilisées en salve. Elles provoqueraient des dizaines de millions de morts et, par leurs effets radioactifs, des catastrophes environnementales. On parle pour la planète d'un hiver nucléaire, et aussi des catastrophes pour la santé sur plusieurs générations. Pour la petite histoire, il y a eu pendant les années 60-70 une course frénétique à la puissance, les soviétiques allant même jusqu'à faire exploser une bombe de 50 mégatonnes que l'on a appelée la Tsar Bomba. Ces armes existent dans 9 pays, 5 pays dits officiels, on les appelle aussi les pays dotés, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France, Chine, qui ont développé ces armes pendant les 20 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et avant l'instauration du traité de non-prolifération. À ces 5 pays s'ajoutent 4 autres pays, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord, qui ont développé un armement nucléaire en dehors de toute réglementation internationale. Ces nouveaux pays nucléaires, dits non officiels, mais maintenant reconnus comme États nucléaires, concrétisent le risque de ce que l'on appelle la prolifération, c'est-à-dire le risque de voir une dissémination des armes nucléaires dans le monde, ce qui accroîtrait évidemment le risque d'utilisation de ces armes. On estime à l'heure actuelle qu'une 50aine de pays dans le monde ont la capacité technologique et économique de fabriquer des bombes atomiques. Heureusement, pour l'instant, cette prolifération est restée relativement limitée pour atteindre aujourd'hui 9 pays. Elle est restée limitée grâce en partie au traité de non-prolifération qui est entré en vigueur le 5 mars 1970 et qui est ratifié maintenant par 191 pays. Ce traité repose sur un accord, et en particulier sur son article 6. Cet accord stipule que les pays non nucléaires, soit presque tous les pays du monde, sauf les 5 pays officiels, acceptent de renoncer à l'armement nucléaire, en échange d'une part de la possibilité de développer sous contrôle une industrie nucléaire civile, et d'autre part, d'un engagement des 5 officiels à débuter rapidement un processus de désarmement nucléaire. Cet engagement fait l'objet de l'article 6 du traité de non-prolifération. 60 ans plus tard, non seulement les pays officiels refusent de s'engager pour le désarmement nucléaire en violation de leurs promesses, mais ils développent de nouveaux armements et à l'heure actuelle relancent une course aux armements qui entraîne une spirale de violence. L'attitude des pays nucléaires officiels est d'autant plus dangereuse qu'en déclarant que la bombe atomique représente pour eux une garantie de sécurité et en refusant d'y renoncer, encouragent ainsi les autres pays à y recourir. Les 4 autres pays n'ayant pas signé le traité de non-prolifération se placent donc en dehors de la réglementation internationale et refusent toute perspective de renoncement à leurs armes nucléaires. Mais dans ce sombre tableau, il y a une lueur d'espoir. Un pays a détruit les armes nucléaires qu'il avait construites. Ce pays, c'est l'Afrique du Sud, et qui a procédé à la destruction de ses armes nucléaires à la fin de l'apartheid. La dissuasion nucléaire est une illusion. Les pays responsables du développement insensé des armes nucléaires ont adopté un concept stratégique appelé dissuasion nucléaire, que je traduis par la loi du plus fort. Les Chinois disent aussi, de façon plus imagée, on ne chatouille pas le tigre qui dort. Ce concept repose sur un raisonnement très simple. Si tu m'attaques, je vais t'infliger des pertes considérables. Ou bien, en termes plus classiques, la dissuasion est l'art de susciter la peur d'attaquer chez son ennemi. Mais ce qui différencie la dissuasion nucléaire de la dissuasion de la loi du plus fort, de la loi de la jungle bien connue,
C'est d'une part la capacité de rétorsion nucléaire qui est disproportionnée et peut conduire dans le cas de l'affrontement entre deux puissances nucléaires à une guerre nucléaire généralisée et donc à la destruction de l'humanité. Par exemple, et comme les mots ont leur importance, pendant la guerre froide, cette stratégie était appelée MAD, Mutual Assured Destruction, jouant sur le mot MAD, c'est-à-dire fou. C'était la doctrine des représailles massives, qui impliquait le massacre de populations entières. On a même pu chiffrer les pertes qui auraient été infligées par une guerre nucléaire mondiale il y a quelques années à 600 millions de morts. D'autre part, la différence est aussi de présenter la dissuasion nucléaire comme une garantie absolue de sécurité, une certitude de sécurité. Ceci est un mensonge car cela repose sur un pari, la rationalité de l'adversaire. Et, comme vous le savez, un pari comporte toujours un risque. Parier sur la rationalité, sur une certaine forme de sagesse ou de réalisme de la part de son adversaire, c'est oublier que les passions guident le plus souvent les actions humaines, surtout lorsqu'il s'agit de lutte et d'affrontement. Enfin, prendre en otage des populations entières pour les exposer à la mort est contraire à la loi humanitaire internationale et à la loi internationale sur les droits humains. Mais plus encore, la dissuasion nucléaire est illusoire car elle n'a plus de pertinence stratégique. Dans le contexte géostratégique mondial actuel complexe et instable, l'arme nucléaire ne répond pas aux enjeux de sécurité. Elle n'est jamais envisagée contre le terrorisme dans le cadre des guerres asymétriques ou hybrides qui prolifèrent depuis la fin de la guerre froide. Irak, Syrie, Libye, pays du Sahel, l'arme nucléaire est impuissante aussi face aux cyberattaques, au dérèglement climatique, à la lutte contre les mafias et les conflits intra-étatiques. Stratégiquement, elle est devenue d'autant plus inutile que le développement de nouveaux armements conventionnels permet d'obtenir les mêmes résultats en contournant la dissuasion nucléaire. Et cependant, le mythe à la vie dure. La bombe atomique demeure la clé de voûte officielle de la sécurité des pays nucléaires. Aussi, dans notre monde multipolaire, la Corée du Nord, l'Iran et plusieurs pays envisagent de se doter de systèmes d'armes à capacité nucléaire. C'est la prolifération horizontale. Dans le même temps, il y a un autre type de prolifération que l'on appelle la prolifération verticale, c'est-à-dire celle pratiquée par les pays nucléaires lorsqu'ils développent de nouvelles armes et se lancent ainsi dans une nouvelle course aux armements nucléaires. Comment expliquer cet engouement tenace et dangereux pour les armements nucléaires dont l'inutilité est flagrante? Parce que la bombe atomique est devenue un symbole de puissance, un mythe qui dépasse tout raisonnement stratégique réaliste. C'est pourquoi la France, depuis le général de Gaulle, considère que la bombe garantit son indépendance et sa souveraineté. Mais le général de Gaulle a créé il y a 60 ans la force de frappe atomique, dans un cadre géostratégique particulier, celui de la guerre froide, afin de ne pas être entraîné dans un conflit qu'il n'aurait pas voulu. Depuis, le monde a changé. L'équation à deux inconnus que constituait l'affrontement entre deux blocs s'est transformée en l'équation à X inconnus de notre monde multipolaire, ce qui change fondamentalement les règles qui devraient nous permettre de répondre aux nouveaux enjeux de sécurité issus de la mondialisation, de la numérisation, du dérèglement climatique, etc. Certes, nous ne pouvons désinventer l'énergie nucléaire, mais soyons lucides, l'arme nucléaire est une arme du passé, un mythe vidé de sa substance, entretenu par les gouvernements et les idéologues du club des pays nucléaires qui usurpent le rôle du citoyen et poursuivent en son nom la course à l'armement. Une arme inutile, mais qui engloutit aussi des sommes considérables. Ces dernières années, la France dépensait 4,5 milliards d'euros par an pour sa force de frappe nucléaire, soit 10% du budget de la défense et 20% du budget d'investissement, de la défense toujours.
La loi de programmation qui vient d'être votée prévoit d'investir 37 milliards d'euros pour la modernisation de cette force, soit chaque année une dépense de 6 à 7 milliards d'euros, ce qui représente près de 30% du budget d'investissement. Ceci aux dépens des forces conventionnelles engagées dans des opérations extérieures qui souffrent d'un manque d'équipement et de matériel en quantité et en qualité. Mais ce n'est rien en comparaison des chiffres américains pour la modernisation de leur arsenal nucléaire. 1700 milliards de dollars pour la période 2014-2045, dont 500 milliards de dollars pour la période 2019-2028. Mais les autres pays nucléaires se sont aussi engagés dans cette augmentation exponentielle de leurs dépenses d'armement nucléaire. La Russie prévoit 61 milliards de dollars pour les prochaines années et la Grande-Bretagne 38 milliards de dollars pour le remplacement de ses sous-marins de classe Trident. Encore faut-il préciser que ces chiffres ne prennent en compte ni la gestion des déchets nucléaires, ni les coûts de démantèlement des armes mises au rebut. Cette débauche de moyens suscite l'effarement et prouve que de puissants intérêts politiques, industriels et scientifiques sont aussi en jeu. Face au gaspillage de ces sommes faramineuses, qui, si elles étaient utilisées dans d'autres domaines, permettraient de relever les vrais défis actuels et futurs, un mouvement a été lancé dont l'objectif est de promouvoir une politique de désinvestissement dans les institutions, banques, fonds d'investissement, assurances, qui soutiennent l'industrie d'armement nucléaire. Le paradoxe de l'arme nucléaire est que si elle est inutile, elle reste une épée de Damoclès pour l'humanité. L'existence de milliers de bombes atomiques prêtes à l'emploi représente une menace permanente pour l'humanité. D'abord, parce qu'elles sont stationnées en état d'alerte dans certains pays et qu'elles circulent, ce qui représente une source d'accidents et d'incidents susceptibles de conduire à des explosions nucléaires. Plusieurs centaines d'accidents se sont déjà produits, dont 2 sont restés célèbres. Le premier, en 1983, a été évité lors d'une fausse alerte informatique grâce à la perspicacité et au courage du colonel russe Petrov qui n'a pas exécuté les ordres de riposte immédiate qu'il aurait dû appliquer. Le second a provoqué la dispersion de 4 bombes nucléaires lors de la collision de 2 avions de l'armée de l'air américaine. 56 années plus tard, la dépollution du lieu du crash n'est pas encore terminée. La deuxième source de danger est la menace terroriste. Le risque est double. Qu'un groupe terroriste fabrique une arme atomique, même rudimentaire, ou bien qu'un groupe terroriste s'empare d'armes stockées dans un pays instable. La troisième, et peut-être la plus dangereuse, est la banalisation de l'arme nucléaire. Les nouvelles doctrines liées à l'arme atomique prévoient la possibilité de son usage pour le règlement d'un conflit. D'une doctrine du non-emploi, nous sommes passés à une doctrine de l'emploi. Ceci est particulièrement vrai pour la France. Dans le contexte stratégique qui a suivi la fin de la guerre froide, la réponse aux menaces qui pesaient sur la France impliquait non plus de chercher à détruire des populations entières, mais d'atteindre des cibles avec beaucoup plus de précision et avec des charges nucléaires réduites. Cette inflexion majeure de notre doctrine, traduite dans les discours officiels par une périphrase du type « Nos armes nucléaires devraient être capables de détruire des centres de décision », signifie que nous envisageons maintenant d'utiliser l'arme nucléaire. Cette inflexion qui se retrouve aussi dans les nouveaux textes relatifs à l'arme nucléaire dans plusieurs pays, notamment les États-Unis et la Russie. Cette évolution a été renforcée par le développement de nouveaux armements encore plus précis, disposant de charges modulables, d'une capacité de pénétration très améliorée et d'une capacité d'intervention quasiment immédiate. Un conflit nucléaire est non seulement possible, mais envisagé dans le cadre d'un embrasement régional ou mondial. Le danger réel est là. La prolifération, qu'elle soit horizontale ou verticale, est aussi une source de danger pour la planète. Dans notre monde multipolaire, la tentation, comme on le voit avec la Corée du Nord et l'Iran, est grande pour les pays qui se sentent menacés de se doter de la bombe.
L'exemple du Pakistan montre que même un État sans fortes ressources économiques peut se doter d'un armement nucléaire opérationnel. À toutes ces menaces que l'arme atomique fait peser sur l'humanité s'ajoute une situation géopolitique complexe, instable, source de tensions, d'affrontements, de rivalités, aggravée par l'apparition d'une génération de chefs d'État qui rejettent l'architecture de sécurité sur laquelle avait été bâtie une certaine stabilité mondiale. Dans ce contexte explosif, il faut être naïf et irréaliste pour penser que jamais l'arme atomique ne sera utilisée. Pour la survie de la planète, une seule solution, éliminer l'arme nucléaire. Notre organisation, Initiative pour le désarmement nucléaire, IDN, promeut et développe son action en faveur d'un désarmement nucléaire général, progressif et contrôlé, facteur essentiel de stabilité stratégique internationale. Les horreurs hyper-réalistes répétées dont nous sommes abreuvés bloquent nos capacités à imaginer ce qui devrait nous terrifier. D'ailleurs, comment se représenter ce qui signifie 1000 fois Hiroshima? Dans ce contexte, IDN est condamné à faire entendre sa voix au milieu d'un gigantesque brouhaha globalisé. Notre auditoire, souvent d'accord, repart avec l'idée qu'il ne peut rien faire, ne mesurant pas ce qui le menace en son nom. La religion de la dissuasion nucléaire a sclérosé la pensée stratégique en France, même chez les militaires. Mais IDN persiste dans son engagement. Faire prendre conscience du danger qui nous menace tous et aussi notre dépendance pendant des siècles et des siècles. Cessons de faire de la dissuasion nucléaire l'alpha et l'oméga de notre politique de défense. Disons adieu à la fascination de l'hubris de l'arme absolue, apocalyptique, et adoptons une nouvelle politique de défense et de sécurité. Celle-ci doit s'inscrire dans un contexte multilatéral, solidaire, en premier lieu européen, et s'appuyer sur une stratégie de défense dont les systèmes de force auront été repensés dans ce nouveau cadre. Nous ambitionnons d'instaurer en France un débat public sur la pertinence des armes nucléaires et sur le danger qu'elles représentent pour la planète. Intervenant à tous les niveaux, nous réussissons à nous faire entendre, malgré la crise sécuritaire mondiale qui rend l'existence de ces armes d'autant plus menaçante que les puissances nucléaires s'engagent dans une surenchère effrénée. Dans ce combat pour la paix, nous sommes soutenus en France par un certain nombre de personnalités éminentes, parmi lesquelles Ronny Broman de Médecins sans frontières, Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix au Proche-Orient, Valérie Cabane, juriste spécialisé en droit humanitaire, Jean-Pierre Dupuis, philosophe, Nicolas Hulot, journaliste, Cédric Villani, mathématicien, Hervé Morin, président de la région Normandie, Monseigneur Marc Stenger, président de Pax Christi, pour n'en citer que quelques-uns. Mais nous sommes aussi accompagnés partout dans le monde. 2 événements internationaux constituent un progrès considérable. Le prix Nobel de la paix est décerné en 2018 à l'organisation ICANN, Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, et en 2017, signature par 122 États à l'Assemblée générale de l'ONU d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Personnalités, citoyens, militaires, philosophes, scientifiques, écrivains, artistes se battent pour que les armements nucléaires soient éliminés. Par exemple, Mikhail Gorbatchev, William Perry, ancien secrétaire d'État à la défense de Bill Clinton, le général Lee Butler, ancien commandant des forces stratégiques américaines. Et tout récemment, le pape François, qui a déclaré à Hiroshima en août dernier, je le cite, « Je désire redire avec conviction que l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est un crime, non seulement contre l'homme et sa dignité, mais contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune. L'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est immorale. Comment pouvons-nous proposer la paix si nous utilisons l'intimidation de la guerre nucléaire comme recours légitime pour résoudre les conflits? Mais je ne voudrais pas terminer sans un message d'espoir. Ce message s'adresse
aux jeunes générations. Leur récente mobilisation pour la protection de notre environnement et la lutte contre le dérèglement climatique montre que ces jeunes sont soucieux de leur avenir et aussi des conséquences de ce dérèglement pour l'avenir de la planète. Or, climat et armes nucléaires sont les deux faces du même risque. D'une part, du fait des conséquences irrémédiables sur l'environnement d'une ou plusieurs explosions nucléaires, mais aussi du fait de l'accroissement des tensions et risques de conflits que le dérèglement climatique ne va pas manquer de provoquer. Dans un contexte nucléaire généralisé, un tel accroissement des risques de conflits augmenterait inexorablement les risques d'une conflagration atomique. C'est pourquoi nos efforts sont orientés vers cette jeunesse mobilisée et consciente. Nous sommes convaincus qu'avec elle, l'espoir d'un monde meilleur, apaisé, peut devenir une réalité. Nous faisons donc appel à ces jeunes générations pour qu'elles réclament et exigent l'abandon des armes nucléaires.